Bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas, j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien et j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec la maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale, d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer. Pour recevoir la newsletter, vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, c'est Claire qui m'a reçu chez elle dans sa maison toute bleue. C'est un témoignage émouvant, nous avons parlé d'elle, mais surtout de sa famille et du regard positif qu'elle garde malgré les épreuves. Son mot de la fin est une belle leçon de sagesse. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous avez pensé de l'épisode, vous trouverez l'adresse dans la description, et je laisse la place maintenant à Claire. C'est parti ? C'est parti. Bon, bonjour Claire. Bonjour Thomas. Merci de me recevoir chez toi pour le 2e épisode de Huntington Podcast. Merci à toi d'être Donc, venu jusqu'à Rambouillet. Ouais, bon, ça va, j'ai pas fait trop de route. C'est agréable la route. C'est Hélène de l'association Huntington France qui nous a mis en contact. Voilà, pour que tu nous parles un peu de toi, de ta famille et de tout autour de la maladie, comment tu as abordé ça et comment tu la vis aujourd'hui. Ok, très bien. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ton histoire, de où est-ce que tu as grandi, combien tu as de frères et sœurs, dans quel... Ok. Écoute, je suis née à Rambouillet, donc tu vois, et j'y habite encore. Et là, nous sommes un peu en tribu. C'est une maison familiale avec un grand jardin devant, derrière, où en fait, avant, il y avait mes grands-parents maternels. Ici, dans cette maison, c'était mes parents. À côté, c'était des amis de mes parents. Et puis, entre-temps, voilà, mes grands-parents sont décédés et on a interverti les maisons. C'est-à-dire que mes parents sont passés celle d'à côté. Et puis nous, on est dans celle qui est plus grande, puisqu'en fait, on a 4 enfants à nous deux, 4 garçons. Je dis 4 enfants à nous deux parce que mon mari avait 2 garçons d'un premier mariage. Et puis, on en a eu 2. Voilà, je suis la sœur aînée d'une tribu de frères, petite tribu, mais quand même 3 frères. 3 frères, ok. Voilà, donc, et un qui est juste derrière moi avec 11 mois d'écart, voilà, qui vit aussi ici, dans la même ville, pas dans la maison, mais voilà, qui habite tout seul. Tous du coin ? Tout le monde vit encore Non, et puis j'en ai un qui vit au Mexique et l'autre qui est donc en Alsace, mais qui part 6 mois de l'année en Antarctique. Donc voilà, alors on a 2 grands voyageurs et puis 2 sédentaires, on pourrait dire. Voilà, qui restent aux sources. Ouais, voilà. Mais nous, on voyage dans nos têtes. Ouais. Et puis, entre-temps, mes parents ont adopté un cousin à nous, qui était donc un des fils de la sœur de ma maman, voilà. Et donc, mon cousin est venu vivre avec nous. Et donc, voilà, j'avais donc 4 frères. 4 frères. Okay. 4 frères, voilà. D'accord. Et donc, je me suis certainement bien défendue pour ne pas avoir à gérer toutes les tâches ménagères. En fait, je ne sais pas faire la cuisine et je n'ai pas envie d'apprendre. Je fais des choses, bien sûr, et j'ai nourri mes enfants, je rassure tout le monde. Mais bon, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'éclate et qui me détend. Voilà, certaines personnes, c'est pour eux faire de la cuisine, c'est ça. Par contre, j'aime les fêtes de famille, les réunions, j'adore les grandes tables et je décore très bien les tables. Enfin, très bien, c'est ce qu'on me dit. Avec une touche de bleu. Tout à fait, tu as remarqué. La maison de Claire a beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu, mais plein de bleus différents. Plein de bleus différents. Ouais. Et alors je vais
J'ai une amie qui m'a dit, tu vois, c'est étrange parce que pour moi, le bleu, c'était une couleur froide. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'avec toi, le bleu devient une couleur chaude. Mhm. Alors, je me suis dit, bon, c'est bon. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de touches Ouais, de bleu différentes. ouais, voilà. Ok, Mhm. d'accord. Au niveau de... Donc, tu travailles actuellement? Alors, je suis quoi? Je suis une chômeuse radieuse. Ah oui, voilà, un Ah, truc qui n'existe pas. Mais en fait, voilà, pendant, explique. ouais, d'abord j'ai été éducatrice spécialisée il y a très longtemps, Mhm, enfin très longtemps, ouais. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans un internat qui accueillait des adolescentes. À l'époque, on disait cas social mhm. caractériel. Et puis ensuite, du coup, je disais, ce genre de métier, tous ces métiers, moi, je trouve qu'ils sont des métiers où on travaille avec de l'humain, Mhm. pour de l'humain. C'est des travails difficiles. Et moi, je m'étais toujours dit que faudrait que je sois très attentive. Et le jour où j'ai l'impression de commencer à être dans une routine ou de plus être aussi vigilante, enfin, qu'il faudrait vite que je change de boulot. Mhm. Parce que j'ai vu ça parfois, des professionnels voilà, qui travaillent avec des enfants handicapés, physiques, mentaux, qui finissent par plus les voir. Et moi, Ouais. ça me pose question et puis ça me dérange, bien sûr. Mhm. Et bon, voilà. Et j'étais arrivée à un moment où je commençais à me dire que, voilà, j'étais plus vraiment sûre de pouvoir vraiment bien faire mon travail. Et je me disais, il faudrait que on m'apporte quelque chose sur un plateau et qu'on me dise, c'est toi qu'on veut là pour faire ça. Et Mhm. donc, tout le monde me disait, mais ma pauvre Claire, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Mhm. Sauf que, m'est arrivé sur un plateau, voilà, par l'intermédiaire d'un ami qui avait créé une association qui s'appelait Département Cinéma. Il est venu me demander si, avec lui, je voulais pas reprendre le cinéma de Rambouillet, qui avait fermé. Et c'est D'accord. comme ça que pendant 29 ans, nous avons géré, avec ensuite mon mari qui est arrivé dans la boucle, Mhm. 3 salles de cinéma classées art et essai et où vraiment on a voulu développer tout un travail de lien. Merci pour cette introduction. Et maintenant, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, Ouais. où on va parler d'Huntington. Euh, Si tu peux nous dire à quel moment tu as entendu parler pour la première fois de Huntington et voilà, comment ça Ok. s'est traduit. Alors, je vais démarrer quoi? Mon papa. Du coup, la maladie d'Huntington vient en fait, du côté de mon papa. Dans ta famille, ok. Voilà. Et mon papa, ils étaient 7 frères et sœurs. Et un de ses frères, donc mon oncle, son frère aîné, a eu trouvait qu'il dormait pas bien du tout, qu'il avait un problème de sommeil. Et puis, il a donc demandé à son médecin d'aller dans une clinique du sommeil Mhm. pour voir un petit peu ce qui se passait, quoi. Et donc, ils lui ont fait toute une étude autour du sommeil, hein, en mettant des électrodes, des machins. Et ils lui ont dit, au bout du compte, écoutez, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas de problème en soi de sommeil pur. Par contre, vous avez quelque chose d'autre, on ne sait pas quoi, et donc il faudrait pousser les investigations et aller voir un petit peu. Puis du coup, ils l'ont orienté vers un service de génétique, un service, bon voilà. Et c'est comme ça que le nom de la maladie d'Huntington a été posé la première fois pour notre famille, par D'accord. rapport à cet oncle-là. Il est passé par un service neurologique ou il est tout de suite allé Ouais. voir un généticien? Non, c'était service C'était le neurologique, je service pense, oui, neurologique, voilà, ok. sur Bordeaux, en fait. D'accord. Et du coup, mon oncle, ma tante, mes cousins, cousines de ce côté-là. Alors, nous sommes beaucoup de cousins, cousines, puisque du coup, 7 frères et sœurs, Ouais. voilà, tout le monde a eu Ouais. beaucoup d'enfants. Une famille, on va dire, catholique, pratiquante, surtout du côté donc de mes grands-parents Mhm. paternels. Donc voilà, c'était normal d'avoir au moins 4 enfants, D'accord. ce que nous sommes nous. Euh, et puis, donc, voilà, tout le monde a commencé
d'abord Huntington. Moi, au départ, je me suis dit, c'est le nom d'un médecin qui a trouvé la maladie. Donc, en fait, on s'aperçoit que non, c'est pas du tout ça. On a commencé à lire des choses. Et puis... Mais là, ton père, il avait fait le test. Non, mon père n'avait pas fait encore. Mon père n'avait pas fait. Donc on lui avait dit, c'est potentiellement... C'était mon grand-père. Non, c'était mon oncle, pardon. Mais c'est-à-dire qu'en lisant, nous tous, et en découvrant un petit peu ce qu'était cette maladie d'Huntington, en fait, ça a commencé à donner un éclairage sur des façons d'être d'autres membres de notre famille. Ouais. Et puis, du coup, on s'est surtout tous rendu compte que notre grand-mère paternelle devait avoir cette maladie. Puisqu'en fait, notre grand-mère était une femme que moi, en tant que petite fille, j'ai regardée avec des yeux admiratifs. Je trouvais ma grand-mère très vive, très active, très énergique. Notre grand-mère a été institutrice, donc à l'époque, et elle a géré un internat en plus de ses enfants. Enfin bon, voilà. Mais une femme de caractère. Ouais. Et puis, une femme avec un caractère, on va dire, complexe et puis difficile. C'est-à-dire qu'avec des sautes d'humeur, ça passe à une grand-mère très démonstrative, aimante, enfin, je ne sais pas, à une grand-mère complètement acariate, très, très, très énervée, très... presque pas gentille. Et bon, voilà, donc c'était un peu étrange. Et puis, une grand-mère qui bougeait beaucoup, qui avait... et moi, je me souviens que ça m'intriguait, mais ça me fascinait. Je te l'avais un peu déjà raconté, mais ma grand-mère bougeait énormément ses mains. Et elle avait, par exemple, tu vois, une bague qui tournait tout le temps sur son annulaire. Et en fait, tu vois, je te l'ai fait, on ne le voit pas. Voilà. Et elle bougeait comme ça tout le temps. Elle faisait aussi des grimaces particulières. Mais moi, je trouvais que ma grand-mère était belle. Elle avait une belle chevelure blanche, des yeux bleus profonds. Elle était très élégante. Et bon, voilà. Alors, ces mouvements, ce côté speed, on peut dire, moi, faisait partie de ce qu'était ma grand-mère. Comme ça, plus ou moins. Et voilà. Donc, voilà, elle était comme ça, c'était notre grand-mère. Et, mais, voilà, en ayant lu des choses sur la maladie, on se dit peut-être, notre grand-mère, elle devait avoir ça. Et puis, mon papa, voilà. Ton père n'avait aucune connaissance de cette maladie. Non. Et puis, justement, au fur et à mesure... en voyant aussi ce qui se passait pour mon papa, qui maigrissait beaucoup, qui aussi avait un caractère particulier, qui était, on pourrait dire, taciturne, assez enfermé, mais à des moments donnés aussi très malicieux, très drôle. Bon, voilà. Mon papa aussi faisant des mimiques particulières. Et commençant à avoir aussi des petites pertes d'équilibre, des choses comme ça. Voilà, on s'est dit, c'est peut-être aussi Huntington. Et là, mon papa donc a décidé. Mon père était, je dis était parce qu'il est parti l'été dernier, ça fait tout juste 1 an, était très volontaire, très... c'était quelqu'un qui a toujours aimé apprendre, savoir, connaître. Et donc, lui, il avait besoin aussi de savoir. Et donc, il a été à la salpêtrière. Ouais. Et donc, le diagnostic a été posé. D'accord. Mon papa avait donc la maladie de Huntington. Ce qui a été assez... Il avait quel âge du coup, avec ma maman... Alors, mon papa est décédé donc l'été dernier, il avait 88 ans. Avec ma maman, on se dit que vraiment les premiers symptômes bien visibles, ce serait aux alentours de 75, 76 ans, quoi. D'accord. Donc, on a bien passé... on a bien passé 10 ans, 10-12 ans, quoi, en fait, voilà.
Par contre, ce qui était extraordinaire, c'est que mon papa, malgré ses difficultés, alors après aussi à un moment donné des addictions aussi. Bon, il a beaucoup fumé quand il était plus jeune, la pipe. Après, il a arrêté. Il aurait pu vraiment aller du côté de l'alcool si ma maman n'avait pas été là pour servir de garde-fou. D'accord. Voilà. Ce qui n'empêchait pas qu'il aimait des bons whisky et que c'était d'ailleurs toujours un sujet complexe avec notre maman parce que parfois mes frères offraient à mon père à Noël une bonne bouteille de whisky et maman était pas contente du tout. Et en même temps, après c'est ce que je disais à ma mère en disant écoute, vaut mieux qu'ils boivent un bon whisky une fois de temps en temps et puis qu'ils se fassent aussi plaisir. Et puis, voilà, à partir du moment où, justement, il y avait une maîtrise à côté, quoi. Ouais. Parce que bien souvent, le risque, c'est de tomber dans l'excès. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, mon papa faisait du cheval. D'accord. Et ça a été un truc incroyable parce que jusqu'à peut-être ses 86 ans, hein. Donc les 2 dernières années, là, ça a été difficile. Mais papa continuait. Jusqu'à 86 ans, il a fait du cheval. Il a fait du cheval. Il allait tout seul en forêt de Rambouillet. Il voulait pas de portable en disant c'est bon, je me casse pas en forêt tout seul, monter à cheval pour que vous me preniez la tête et m'appeler en pleine balade pour me demander où je suis, ce que je fais. Bon, il lui arrive évidemment des trucs abracadabrants. Il revenait me voir après. Alors, avec mon papa, on a eu une belle complicité, bien sûr. Et il me disait, oh là là, tu dis pas à ta mère, hein, mais je me suis cassé la figure dans la forêt. Hein. Le cheval, il a pilé. Je suis passée par-dessus. Le cheval, il est rentré tout seul à l'écurie. Tu peux pas regarder, là, je crois que j'ai un petit peu mal. C'est comme ça qu'il s'était pété des côtes. Ah bah ouais. Mais bon, bref, c'était son plaisir, bon, voilà. Mais en même temps, c'était incroyable parce que, et d'ailleurs ça existe, hein, l'équithérapie, Oui, bien sûr. et de s'apercevoir que mon père, alors que quand il partait pour aller faire du cheval, au début il y allait plusieurs fois par semaine, vers la fin il n'y allait plus qu'une seule fois, mais le temps de préparer sa selle, parce qu'il avait, pour ses 70 ans, on lui a offert une selle, le temps de préparer sa selle, tout son matériel et tout, ça mettait beaucoup de temps, il fallait qu'il s'organise, bon voilà, il partait, on va dire, un peu qu'à on avait très très peur par rapport à la voiture, bon voilà. Il conduisait encore? Ouais, juste pour aller à son cheval. Jusqu'à 86 ans, un petit peu moins, peut-être parce qu'après je l'ai accompagné parfois pour que justement il n'ait pas à conduire. Mais du coup, quand il montait sur son cheval, alors que voilà, il bougeait quand même beaucoup, il y avait comme une espèce de, je sais pas, de maîtrise possible où il arrivait à rester en selle, à tenir ses rênes. Et bon, alors c'était toujours son même cheval. Enfin, c'était pas le sien, c'était un cheval du haras où il allait. Et certainement le cheval connaissait son cavalier. Et bon, c'était très émouvant, hein, très touchant. Ouais. Et en même temps, quand il revenait, mon père, là, moi j'ai l'impression qu'il avait 108 ans. Il marchait, on avait l'impression qu'il allait tomber à tous les pas. Il était très fatigué. Ouais. Il voulait évidemment pas d'aide. Il voulait pas qu'on l'aide à porter sa selle. Il voulait, il nous envoyait paître. Voilà. Mais au fur et à mesure, il a accepté aussi de l'aide, comme par rapport au jardin. Parce que je pense que ce qui est compliqué, alors voilà, mon papa avait la maladie d'Huntington. Mais il y avait aussi le fait qu'il devenait un vieux monsieur. Et donc, les choses se sont mélangées, moi, j'ai envie de dire. Et peut-être que, nous, c'est peut-être notre chance par rapport à cette maladie. C'est que c'est arrivé assez tardivement. Donc, en fait, est venu se mêler le fait que mon papa vieillissait comme n'importe quelle personne. Et qu'en fait, quand on vieillit, au bout d'un moment, il faut accepter qu'on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait d'ordinaire tout seul, pousser la brouette, voilà. Alors, ça a été difficile pour qu'il accepte qu'un jour, je la pousse, moi, ou mes enfants, enfin bon, voilà. Parce qu'il avait plutôt juste l'impression qu'on était en train de lui dire qu'il était plus bon à rien. Et donc, il a fallu composer. Ce que je trouve aussi faisait,
les médecins, quand on allait à la salpêtrière, parce qu'après j'ai accompagné mon papa à tous ses rendez-vous réguliers, et je trouvais qu'ils étaient aussi dans cette démarche comme ça, justement par rapport à la voiture, où je me souviens que le médecin lui disait, alors, vous continuez de conduire? Alors, papa disait oui, oui, et donc le médecin lui disait, et alors, comment vous sentez les choses? Comment... Et donc c'est papa qui, au fur et à mesure des rendez-vous, voilà, disait, je me rends bien compte que ça devient compliqué, que j'ai mon pied qui tressaute, que du coup, j'arrête pas de caler, que voilà, je sens bien qu'il va falloir qu'à un moment donné, j'arrête. Mais ce que je trouvais vraiment positif, et moi, c'est quelque chose que j'ai quelque part gardé dans ma façon d'être avec mon papa et aujourd'hui avec mon frère, parce qu'on va venir à mes frères, mon frère. C'est ce côté de leur laisser aussi le temps d'accepter. Puis c'est aussi nous laisser le temps, nous valides entre guillemets, d'accepter que les choses on ne peut plus les faire et qu'on n'arrive plus à les faire et que bon voilà. Et de ne pas obliger l'autre et que à arrêter de faire quelque chose qui... Voilà. Et je me souviens aussi par rapport aux médicaments, alors ce qui est drôle, c'est que mon papa ne voulait pas que ma maman aille au rendez-vous, donc c'est moi qui allais avec mon père, comme si c'était une histoire de filiation. Et maman me disait à chaque fois, demande pour les médicaments, demande pour que... Parce qu'il ne les prenait pas? Non, il n'en prenait pas. Et demande pour qu'il arrête de bouger, Et puis, justement, le médecin qu'on avait rencontré m'avait dit, en fait, vous savez, souvent, c'est les familles, c'est les personnes extérieures qui demandent que la personne dite malade, elle est malade, mais bon, que la personne prenne des médicaments. Mais la personne elle-même, elle n'a pas forcément envie. Et donc le médecin disait, faut aussi que, faut laisser le temps que ça vienne et que la personne aussi, que la personne atteinte de la maladie puisse aussi à un moment donné dire, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Et moi, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une démarche intéressante. Et, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur en même temps, de laisser l'autre... Ouais. De ne pas lui obliger à arrêter de faire quelque chose qu'il aime ou à prendre des médicaments parce qu'il n'a pas envie de les prendre. Voilà, c'est peut-être... Oui, je pense que c'est difficile, mais c'est pour moi, ça fait partie du respect de ce qu'est l'autre. Et donc voilà, moi, je ne suis pas porteuse puisque j'ai été faire le test aussi en suivant. Mais moi, du coup, voilà, juste pour finir, c'est ça. Je me dis, moi qui ne suis pas malade, moi j'ai un côté aussi où je ne supporterais pas qu'on me dise fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, prends ci, va là, arrête, touche pas ça, bouge pas. Enfin, ça m'insupporterait. Donc moi, je veux essayer d'être comme ça avec mes parents malades, d'essayer d'accepter, d'avancer avec eux. Alors après, ça n'empêche pas qu'à des moments aussi, moi, je dis ce que quand je peux plus supporter ou quand ça devient difficile aussi pour moi. Et je pense que c'est ça, c'est une histoire d'équilibre à trouver. Et quel était l'état d'esprit quand donc ton père était malade, il a été diagnostiqué, et tout de suite vous avez su que c'était héréditaire, donc que toi et tous tes frères, vous risquiez, vous avez une chance d'avoir, une chance. Vous avez le potentiel, vous êtes potentiellement porteur. Et comment vous étiez psychologiquement, comment toi tu te sentais à ce moment-là? Alors moi, je pense que j'ai hérité de mon papa et de ma maman, qui est aussi volontaire. Voilà. Moi, j'ai besoin de... S'il faut que je me batte contre quelque chose, j'ai besoin de savoir contre quoi je dois me battre. Moi, d'abord, j'étais persuadée que, du coup, j'étais porteuse. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en lisant tout ce qu'on lit sur Huntington, un truc qui a beaucoup fait rire mon mari, c'est on voit à un moment donné, dans les difficultés d'organisation, un petit peu organisationnelles et tout, il y a un moment, je ne sais plus dans quel livre, j'ai lu là sur la maladie, on est noté que les personnes atteintes de la maladie d'Huntington ont des grandes difficultés à préparer leurs valises, par exemple, et à savoir quoi prendre et quoi mettre.
Et donc, chez C'est nous, ton cas. c'est un gag. Mais moi, je sais jamais quoi prendre. Et j'emmène des tonnes d'affaires et je retire des affaires et je remets des affaires. Et je me dis, oh là, il va peut-être faire froid. Puis, oh là là, puis il me faut le foulard qui aille avec le gilet. Bon, bref. Donc, faire ma valise, moi, c'est un vrai problème. Du coup, c'est drôle. Et donc, Ouais. bon, voilà ça, ce côté où je peux être speed, un côté où j'ai aussi... on a tous dans la famille, d'ailleurs, quand la généticienne me parlait des caractères, j'ai dit, bah écoutez, en même temps, on a tous des caractères bien trempés, qu'on appellerait comme ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, bah voilà, on démarre assez vite, puis quand ça fait brère, ça fait brère, quoi. Puis bon, voilà. Et donc voilà, je pensais que... Bon, donc moi, j'ai voulu faire le test tout de suite parce que aussi, nous avions des enfants. Ouais. Et des enfants en âge d'avoir des enfants. D'accord. Et Ok. donc, voilà, nos deux fils venaient de se marier. Et donc, Et donc, toi, je me suis dit, bon, il faut savoir. Et donc, je me suis dit, avec mon mari et mon papa, ma maman, moi, j'ai dit, voilà, pour l'instant, on n'en parle pas à nos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tout de suite parlé de la maladie de leur grand-père à nos enfants. D'accord. Nos enfants voyaient bien que leur grand-père était particulier, Mhm. mais avec aussi plein Mais de ça, belles c'est- choses, ouais. parce que c'est génial aussi d'avoir un grand-père qui fait des mimiques spéciales, qui en plus, je sais pas, est hyper actif, hyper... voilà, ça faisait partie du guide de mon père quand il voulait nous montrer un truc sur un livre. Et ben, il tournait 52 fois la page et avant qu'on puisse arriver à voir. Mais du coup, les enfants, ils savaient. Ils finissaient par aimer ça en disant « Ah, c'est super, papé. Allez, on va aller regarder un livre avec papé. Ah, ça va être génial. » Bon, ben voilà. Bon, bref, et pourquoi je parlais de... Alors, du coup, oui, pour mes enfants. Donc, on n'a pas dit à nos enfants tout de Ouais. suite. Et moi, je me suis dit, voilà, je vais faire le test parce que si je suis porteuse, du coup, mes enfants, potentiellement, Mhm. sont porteurs. Si je ne suis pas, Voilà. ça arrête le processus. Est-ce que tu peux nous dire le test, comment il s'est passé pour Oui, bien sûr, bah, un petit peu comme, je pense pour tout le monde, comme pour Charline, Mhm. qui j'ai entendu, le premier épisode Ouais. bien sympathique de Charline, avec sa volonté, son courage, son énergie, c'est super. Eh bien voilà, donc j'ai été avec mon papa, toi? D'accord. ce qui a surpris la généticienne, une des généticiennes qui m'a dit c'est bizarre de venir avec votre père. Bah, j'ai dit bah bon, pourquoi? Parce que du coup c'est une histoire de famille. Donc voilà. Puis je crois que mon papa, malgré tout, mon papa ça l'inquiétait, ça l'angoissait. Bah, bien sûr. Parce Ouais. que c'est pas rien de passer des gènes. Alors il y a, voilà, j'ai récupéré les yeux de ma grand-mère qui sont passés par ceux de mon père. J'ai les cheveux tout blancs de ma grand-mère qui étaient ceux de mon père. Donc ça c'est des gènes de mon papa, je pense. Mhm. Mais bon voilà, d'autres gènes peuvent passer. Et bon. Et donc, bah, c'est le même processus. On discute avec vous. Surtout, on vous dissuade de passer le test. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça difficile de la généticienne qui n'arrêtait pas de dire mais pourquoi, mais vous êtes sûr, mais à quoi ça va vous servir et une fois que vous saurez, et ça va changer quoi, et peut-être ça sert à rien, et voilà. Et en fait c'était étrange parce que moi plus elle me disait ça et plus je me disais ben je vais le faire. Mhm. Parce que je supportais pas aussi cette idée que qu'on puisse aussi alors je peux comprendre, c'est-à-dire qu'effectivement après elle a pu m'expliquer que pour certaines personnes et du coup moi c'est arrivé aussi dans ma famille, chez des cousins, cousines, puisque du coup comme on est une grande famille il y a cousins, cousines aussi qui sont porteurs et pour certains aussi c'est déclaré. Voilà, à l'annonce du diagnostic, un de mes cousins cousines Mhm. n'a plus réussi à tenir sur ses jambes d'un coup, alors qu'en fait il n'y avait aucun problème au départ. C'était comme si On lui a annoncé effectivement, qu'il était porteur. voilà, Ouais. l'annonce tout d'un coup tétanisait tout et angoissait tout, ce qui est Ouais. bon, voilà.
Mais cette personne a été très, très volontaire, très courageuse et a dit, voilà, je vais faire de la kiné, du yoga, de la marche, de la piscine. Et voilà, et aujourd'hui, cette personne est encore sur ses deux jambes, fragile, mais voilà. Et, bon. Donc voilà, on me dissuadait beaucoup, beaucoup, mais je l'ai fait. Et puis, voilà, on voit psychologue, on voit... Ça t'a paru long, tout ça, un peu, ce oui. cheminement? Bah oui, bien sûr, très long, très chiant. Voilà, Ouais. En se disant, surtout... Bon, mais voilà, mais après, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, j'imagine aussi les médecins, les généticiens, généticiennes, psychologues, ils savent pas, ils nous connaissent pas aussi. On arrive comme ça, il faut aussi que eux, ils fassent un chemin pour apprendre aussi un petit peu à nous connaître, pour voir où sont nos solidités, nos fragilités. C'est vrai que bon voilà, je peux sembler, je pense, solide, mais peut-être que voilà, eux, ça les intriguait, ça les inquiétait aussi de se dire bon voilà. J'ai vu donc la psychologue, on a beaucoup discuté. Et donc voilà, pour moi, ce qui était important, c'était ça. C'était de savoir si j'avais la maladie, pour moi, ça allait devenir une force de me dire, voilà, je sais ce que je peux commencer peut-être à mettre en place pour soulager mes enfants, mon mari. Je sais que, voilà, il faudra aussi que j'apprenne à vivre avec, voilà. Tu voulais prévoir un peu prévoir, voilà, et puis surtout mes enfants, quoi. Bon, et puis j'ai été avec mon mari pour les résultats, parce que du coup, effectivement, la psychologue, voilà, généticienne nous a dit, vous ne venez pas seul pour récupérer les résultats. Et donc après, voilà, les prises de sang, tout ça. Et donc ça a été très, voilà, la réponse a été très rapide. Et pour moi, le médecin m'a dit en même temps, dans mon cas, c'était très facile pour eux d'annoncer. Ah oui, bien sûr. Ce qui en même temps était étrange parce que j'ai quand même eu un espèce de truc en me disant, mon mari me traite de folle dingue, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est même pas vrai. Je suis porteuse, mais en fait, ils me disent que je ne le suis pas pour voir justement comment peut-être je vais réagir et comment... Ah oui, d'accord. Ouais, un espèce de truc space. Parce que j'étais tellement partie dans l'idée. Ouais, voilà, donc c'était étrange. Et inversement, j'ai dans ma famille d'autres cousins, cousines qui, eux, étaient persuadés qu'ils ne l'avaient pas. Et quand ils ont eu l'annonce du diagnostic... Ouais. C'est peut-être plus dur dans ce sens-là. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est tellement étrange, tellement étrange. Et tellement difficile aussi bon, voilà. Ok, et donc une fois que tu as eu le résultat, tu n'as pas regretté d'avoir eu ce résultat? Non. Alors après, je sais que mon papa a été soulagé, vraiment. Après, je me souviens d'une discussion aussi avec mon papa. Ça avait été émouvant, ça, puisque en fait, un jour quand même, avec les difficultés que ça entraînait, mon papa aussi avait énormément de crampes, donc il lui faisait très mal. Il avait aussi après un problème comment on dit, urinaire, d'incontinence aussi. Bon, voilà. Enfin, je sais pas si c'est complètement... Enfin, si, c'est lié à Huntington aussi, puisque c'est un muscle. Voilà. Ouais, bien sûr. Et donc, un jour, on était dans le jardin et mon papa me dit « Saloperie de maladie de merde, excusez-moi pour les gros mots, ça fait... Voilà, si j'avais su. » Et je lui dis « Si t'avais su quoi? Si t'avais su que tu avais cette maladie, t'aurais fait quoi ?» Et du coup, il est resté silencieux. Et c'était comme si, je sais pas, ça faisait un espèce de vide pour lui, ou de recherche, je sais pas, dans sa tête, voilà. Et du coup, je lui dis, si t'avais su, tu nous aurais pas eu. Et du coup, là, mon papa, tout de suite, il est revenu de ses pensées, et il m'a dit,
Ben non, parce que heureusement, je vous ai eu, vous êtes mes enfants. Et donc, voilà, c'est quelque chose de fort. Donc, voilà. Parce que de toute façon, comme on disait, on passe plein de choses. Et il y a plein d'autres personnes qui ont bien d'autres maladies que celle d'Huntington. Bien sûr, c'est pas la seule maladie. Et voilà. Voilà. Okay. Et puis donc moi j'ai fait les tests et ensuite du coup mes frères, alors pour notre petit microcosme familial, mon frère qui est au Mexique, en fait lui c'est très compliqué pour faire les tests. Il a 4 enfants. À un moment donné, il s'est dit qu'il allait faire aussi les tests par rapport à ses enfants. Mais là-bas, au Mexique, il n'y a pas tout ce qui est mis en place chez nous, en France, à la Salpêtrière, par exemple, puisque nous, on dépend de ça. Ouais. Et donc, pour lui, c'est trop compliqué. Il faudrait qu'il vienne en France au moins 1 an pour commencer à faire des tests, machin. Donc, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, mon frère qui s'en va en Antarctique, lui, n'a pas d'enfant. Et donc, il s'est dit, voilà, je m'en fous. Et puis, on verra bien. Et puis, voilà. Et puis, mon frère qui est donc juste derrière moi, avec qui on n'a que 11 mois d'écart. Voilà, mon frère... ce frère-là a toujours été un frère un peu, on va dire, en marge, un peu particulier, un peu, mais depuis tout petit. Alors, et en même temps, depuis tout petit, mais ça ne veut rien dire non plus. Voilà. Mais depuis tout petit, mon frère est un enfant particulier, un ado avec ses difficultés, quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps aussi, est devenu très intérieur, a eu peut-être du mal aussi à s'exprimer, à extérioriser. Il a quel âge, ton frère ? Alors, 59. 59, ok. Voilà. Et puis voilà, mon frère, au fur et à mesure, du fait de savoir que mon papa avait la maladie, pareil. Des choses sont venues au fur et à mesure éclairer des comportements, on va dire, de mon frère, qui lui a des belles addictions à la cigarette, à l'alcool, qui est... quelqu'un avec des accès de violence, de colère, avec des tendances suicidaires, avec des... Et puis lui aussi, il a voulu faire le test. Et ça, c'était avant le test ? Tout ça, l'addiction, les... Ah oui, oui. Et donc voilà, et puis des difficultés qu'il commençait à ressentir de plus en plus corporellement. C'est-à-dire que mon frère travaille dans une école où il était l'homme d'entretien. D'accord. Je dis il était, puisqu'en fait là, il est passé du coup en mi-temps thérapeutique, et puis depuis le Covid, il n'est pas retourné, et puis il ne va pas y retourner. D'accord. En fait, par exemple, il n'arrivait plus à monter sur un escabeau, une échelle, dévisser ou visser une ampoule. Pour lui, c'était devenu un vrai problème physique, c'est-à-dire à même pas à plus savoir dans quel sens il faut tourner l'ampoule. Et puis, alors ce qu'il m'a expliqué, mon frère, au fur et à mesure, il m'a dit, tu vois, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, dans ma tête, je sais ce qu'il faut faire. Mais seulement, ma main, mon corps... ne suit pas, c'est-à-dire que voilà, je veux dévisser, mais en fait déjà c'est même pas sûr que mon bras aille jusqu'à l'ampoule. Alors t'imagines après de tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, et puis donc il a fait les tests et donc le diagnostic est posé et voilà, il a la maladie d'Huntington. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que mon frère donc quelqu'un de très, on va dire, d'un peu sombre, d'un peu intérieur. Le fait de savoir, alors l'annonce a été quand même difficile, le fait de savoir, malgré tout, est venu donner des explications et des réponses
à des choses que lui, il ressentait profondément de difficultés qui arrivaient. Sa difficulté il me disait, tu vois, même à l'école, je m'en vais dans le couloir pour aller faire un truc, puis je m'arrête au milieu, puis je sais plus pourquoi je suis là. Et il me dit, tu vois, je note tout ce que je dois faire, et puis en même temps, à des moments donnés, je sais même plus où j'ai mis mes notes, puis où je comprends plus pourquoi j'ai écrit ça. Et voilà. Et en même temps, et puis moi, j'ai fini par lui dire, parce qu'en même temps, mon frère, il y a eu un moment très difficile où il m'a dit, de toute façon, c'est pas étonnant que moi je sois malade. De toute façon, moi je suis mauvais. Je suis celui de la famille qui de toute façon depuis toujours j'ai eu ce caractère de merde qu'on m'a toujours reproché et tout ça. Mais je lui ai dit tu vas arrêter ça tout de suite hein. Et j'ai dit ce qu'il y a, c'est que tu es malade. Et donc ça c'est bien parce que voilà, quand on sait ce qu'on a, et on va trouver des solutions pour faire en sorte que cette maladie, on va mettre en place des choses pour que ton bien-être soit là. Alors, mon frère, il prenait pas bien soin de lui, donc là, de plus en plus, kiné, orthophonie, pédicure, il vit seul chez lui, mais du coup, ça y est, la reconnaissance adulte handicapé a été mise en place. Il a des plateaux repas qui ont été livrés. Il y a un service ici, le SAVS, je ne sais pas si ça existe partout, service d'accompagnement à la vie sociale. De la mairie, généralement. En lien avec le CCAS. Et il a 2 éducateurs attitrés qui vraiment l'aident pour des démarches administratives, pour des rendez-vous. Alors moi je l'accompagne à beaucoup de choses parce que c'est ça qui est génial. C'est que du fait de la maladie d'Huntington, mon frère s'est énormément rapproché de moi. Et il me fait une très grande confiance, il me parle beaucoup, il me demande de l'aide, ce qu'il ne faisait pas. Il m'explique plein de choses, de comment il ressent, de comment c'est difficile. Et ça, c'est un cadeau. Bien sûr. C'est un cadeau que Huntington nous fait. Ça y est, tu te souviens, je t'avais dit que peut-être j'allais pleurer. Ça me monte parce que c'est ça aussi, hein, la vie. Les difficultés de la vie font que on a d'autres choses qui nous arrivent et qui viennent. Et je crois qu'il faut les prendre. Et moi, du coup, je dis que ce partage avec mon frère, cette complicité, alors je l'ai parce que mes autres frères sont loin, hein. Et puis je l'ai parce que ma maman, elle, est dépassée. Et que pour ma maman, c'est trop difficile. Ouais. Donc c'est toi vraiment qui l'aide au quotidien. Tu es son aidante au quotidien. Je suis pas tant aidante, je suis quoi ? Je suis sa présente, je suis sa présence, je suis sa rassurance. Son soutien. Voilà, c'est ça. Parce que aidante en même temps, non, mon frère arrive quand même à rester encore autonome chez lui, indépendant, même si ça devient difficile et qu'il y a des questions qui vont se poser. Pour aller chez lui, il y a deux paliers avec escalier, pour lui sans ascenseur, ça devient très difficile de descendre l'escalier, par exemple. Après, il s'organise à sa façon, je le laisse. Bon, on a une valise. C'est ça, il en a partout, il a des post-it partout, il a des piles, ses vêtements sont rangés, parce que là, mon frère a eu des difficultés médicales, il a été depuis le mois de juin, en fait, il est rentré que 5 jours chez lui, là, il a été à l'hôpital pour des problèmes cardiaques, après en maison de convalescence, à nouveau à l'hôpital pour un problème cardiaque avec des détresses respiratoires. Et donc pendant ce temps-là, en fait, j'ai été chez lui avec son autorisation puisque j'ai les clés. D'accord. Et j'ai été faire un coup de rangement, ménage, en sachant que j'ai été agréablement surprise puisque justement dans le cadre aussi des aides qui sont apportées, il y a une femme de ménage qui vient régulièrement. D'accord, ok, il a eu ça. Donc
Donc, et puis il a accepté. Alors Il a c'est un accepté truc, d'être aidé, qui ouais. m'impressionne de chez mon frère, en fait, c'est qu'il accepte. Alors on sent qu'il lui faut un petit peu de temps. J'entendais Charline ou toi la dernière fois aussi, vous parliez de ça sur le premier épisode, Ouais. que son papa, lui, il voulait pas entendre parler Il de... accepte aucune aide. Ouais. Alors que mon frère, bon, on sent qu'il faut que ça fasse son chemin. Mhm. Mais au bout d'un moment, il comprend qu'effectivement, ça va être plutôt bénéfique pour lui. Et du coup, il a accepté, voilà, le ménage, les plateaux repas. Bon. Mais ça fait son chemin parce que c'est toi qui lui dis que ça serait pas mal qu'il se fasse aider sur ce point-là, ou c'est lui, de par lui-même, qui se dit au bout d'un moment, Je pense que ouais, je pense lance que le- c'est un mélange parce que quand je lui dis qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, il me dit je sais pas, je sais plus. Puis voilà, il m'a expliqué un jour, il m'a dit tu vois, il y a des jours, je suis là assis, je sais qu'il faut que j'aille manger, mais en fait je n'arrive pas à avoir l'énergie pour y aller. Ouais. Et c'est quand il m'a dit ça, je me suis dit, alors tu voudrais pas que, du coup, je sais qu'il y a des gens qui se font livrer des repas, tu voudrais pas qu'on demande ça? Parce qu'au moins, il y aurait quelqu'un qui viendrait chez toi une fois par jour. Au moins, tu aurais un plateau qui arrive, donc tout prêt. Donc comme ça, tu saurais que c'est le moment de manger. Alors, et c'est là où il m'a dit, ouais, je sais pas, je vais voir, pourquoi pas. Et puis, un jour, il m'a dit, ouais, on n'a qu'à essayer. Bon, et puis, voilà, alors, moi, je suis évidemment en lien aussi avec le SAVS, et je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez voir tout ça avec mon frère? Bon, ce qui est génial aussi, le SAVS, et ça, je trouve que c'est... Il y a des choses aussi... Il y a des belles choses, il y a des belles personnes dans plein d'endroits. Oui, tout à fait. Par exemple, le SAVS, il ne connaissait pas du tout la maladie d'Huntington. Ouais. Et du coup, mon frère aussi, ce qu'il fait, je trouve ça génial, il se balade partout avec le bouquin J'ai la maladie d'Huntington et alors D'accord. Hein, et le truc avance, arrête, bouge-toi, avance, je ne sais plus quel est le titre, dépêche-toi, attends, dépêche-toi là. Ouais. Donc mon frère, il a toujours ça avec lui, et partout où il va, il sort le bouquin, puis il tend aux personnes en disant voilà, j'ai la maladie d'Huntington, vous ne devez pas connaître. Et effectivement, plein de gens ne connaissent pas. Ouais. Et donc le SAVS, ils ont vraiment dit non, on ne connaît pas, mais on va vraiment s'intéresser, on va apprendre. C'est effectivement incroyable de découvrir ça. Quand il a été hospitalisé, là, mon frère, dans un hôpital, ou Bertrand pour ses problèmes cardiaques, il a sorti tout de suite son bouquin Huntington alors qu'il n'arrivait presque plus à respirer. Et ce qui est génial, c'est que le service cardiologique a tout de suite du coup appelé le neurologue de l'hôpital, ce neurologue a pris contact tout de suite avec la salpêtrière pour qu'on lui explique vraiment ce qu'était cette maladie. Et ce neurologue est venu dans le service cardio. C'est le cardiologue qui m'a expliqué ça, en disant le neurologue est venu nous dire ce qu'était cette maladie. Et comment on peut aussi prendre en charge la personne. Parce qu'on a eu ça aussi pour mon père. Alors par contre, j'ai dit, il y a des très belles personnes dans plein de services. Et puis il y a aussi des vilaines personnes qui oublient d'être dans la bienveillance et dans l'écoute et l'attention et la compréhension et l'ouverture. Et j'ai eu affaire à des personnes du corps médical qui continuaient de dire à mon père arrêtez de bouger, parce que si vous bougez, je vais vous attacher, et ça suffit, et arrêtez ça, et qu'est-ce que c'est que ça de bouger comme ça? Et je m'en suis alpagué quelques-uns. Parce qu'on a le droit de pas savoir. Ça revient un peu à ce que tu disais au départ, c'est peut-être des personnes qui maintenant regardent plus leurs patients, n'écoutent plus leurs patients. Et moi, je dis, voilà, on a le droit de pas savoir, il n'y a aucun problème. Et même un médecin, et on a eu le cas dans un centre de convalescence, qui ne connaissait pas la maladie, mais c'est pas grave. Voilà. Et c'est là où je me dis, ton intelligence, ta part d'intelligence est là. Tu connais pas quelque chose,
tu vas prendre les infos. Lui, alors il la connaissait pas ce qu'il a fait. Il a dû aller direct sur Internet et puis du coup, il a vu, suicide, machin, tout ça. Et donc, il a changé mon frère avec perte et fracas d'une chambre parce qu'il y avait un balcon en disant qu'il allait sauter par-dessus le balcon. Du coup, ils ont malmené mon frère qui, évidemment, s'est rebellé. Et tant mieux, et qui a dit c'est comme ça je me casse, et qui a commencé à donner des coups de pied partout, et que bon voilà, mais ça a amené de l'eau au moulin de ce médecin inintelligent. Et j'ai failli moi-même aussi finir par leur dire bon ok on se casse. Et puis en fait tout de suite je me suis dit voilà attends faut que je fasse attention au bien-être de mon frère, et en fait mon frère avait besoin d'être dans un lieu où il allait pouvoir à nouveau se reposer, et puis bon voilà. Donc il a pu rester, mais ça a été très difficile. Bon ben, voilà. Enfin bon, je mélange tout, hein, ça va être bizarre, je suis désolée, je passe, personne n'arrive plus à me suivre. Ils pourront le réécouter, c'est ça l'avantage du podcast, hein, c'est que si tu comprends plus, tu rembobines hein, et tu réécoutes. Hein. D'accord. Ok, d'accord. Et donc ton frère, il est sorti de tout ça. Donc tu me dis que c'est lui qui s'occupe plus ou moins avec l'aide du SAVS de mettre en charge toutes ces aides, en place toutes ces aides. Pareil pour ses droits, parce qu'il y a beaucoup de papiers dans tous ces trucs-là, toutes ces demandes à faire et tout ça. Donc c'est lui aussi qui s'en charge encore. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, oui, voilà, je l'ai un peu aidé. Alors c'est pareil, c'est que... Moi, je découvre aussi, hein, et j'avance avec lui, et je découvre aussi, voilà, toutes les aides qu'il y a. Je découvre aussi tous les chemins, toutes les méandres administratifs où il faut passer par le médecin traitant qui coche la case un tel, qui fait que ben voilà, on est repassé aussi par le médecin du travail par rapport à son travail, qu'il a fallu bon voilà plein de choses comme ça que ben moi je connaissais pas hein. Et donc alors Bertrand, ce qui est bien, c'est que ben voilà, j'ai dit son prénom Bertrand, il est malgré tout très organisé dans sa désorganisation, j'ai envie de dire. Il sait où il veut aller. Bah, c'est surtout, il sait aussi vraiment où il met... parce qu'à un moment donné, là, quand il était à l'hôpital et qu'il fallait que moi, je récupère des papiers, il m'a dit, bah voilà, tu vois, quand tu es dans mon appart, bah, tu te mets la table à dessin dans le dos, tu as un meuble en métal, au troisième, il y a un tiroir où j'ai mis des pinces à dessin, tu l'ouvres et là-dedans, il y a une pochette bleue et là, tu trouves... Et donc, je me disais, ah bon, bah, c'est si bien organisé que ça. Ben ouais. Et ben ouais. Et donc, bon, voilà, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et ça aide. Ça aide. Ça aide. Bien sûr. C'est génial déjà qu'il ait la volonté et la force de s'occuper de ça, parce que c'est bien souvent la dernière chose qu'on a envie de s'occuper. Oui. Après, là, par exemple, il va falloir s'occuper de tout son dossier retraite, je sais pas quoi. Là, c'est sûr qu'il est dépassé, moi un peu aussi. Et là, merci le SAVS, quoi. Ouais, c'est génial. Hein. C'est génial. Bah oui, c'est ça. C'est ça qui est, voilà, quand tu parles d'aide, je trouve qu'il faut surtout pas hésiter à aller... Moi, au départ, justement, avec Bertrand, on savait pas trop. Moi, je savais pas non plus comment faire. Du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire ? J'ai dit, on va écrire la même lettre qu'on va envoyer à tout le monde. Voilà, donc j'ai fait le médecin traitant, le médecin du travail, son employeur, le SAVS, parce qu'on m'avait déjà parlé de ça, le CCAS, bon voilà. Et moi, on a écrit une lettre ensemble avec mon frère, c'est-à-dire que je l'ai écrite et puis je l'ai tapée et ensuite je l'ai lue et je lui ai demandé si ça allait. Et c'est ce que je fais toujours. Et quand il me dit, ben non, j'aurais pas mis ce mot, ou alors non, alors... De plus en plus souvent, il me dit oui, c'est bien. Mais bon. Et où j'ai dit, écoutez, voilà. En fait, mon frère a la maladie d'Huntington diagnostiquée, déclarée, voilà. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas qui on doit contacter. Alors, on vous contacte tous ensemble et merci de nous dire quel chemin prendre parce qu'on ne sait pas. Et en fait, ça a été génial. Parce que tout le monde nous a répondu. Et il a eu la chance aussi d'être dans un lieu de travail. Il travaille dans une école privée catholique. D'accord. Oui, vraiment, ils ont été d'une bienveillance, d'une écoute.
beaucoup, d'une attention, d'un respect. Et je les ai effectivement beaucoup remerciés pour ça. Et en même temps, ils m'ont dit, c'est normal. Alors j'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est normal. Et d'autant plus normal quand on est une école catholique. Mais quand même, merci. Parce qu'ils ont dit à mon frère qu'ils allaient de toute façon le garder, mais que du coup, ils le remerciaient pour sa confiance d'avoir dit qu'il avait la maladie. Parce qu'en fait, le médecin du travail, enfin même l'assistante sociale de la Salpêtrière nous avait dit, vous savez, peut-être, faut peut-être pas forcément dire tout de suite, parce qu'il y a des lieux de travail où si on dit qu'on est malade, ils mettent en place tout de suite un truc pour vous jeter, quoi. Bien sûr. Alors que là, non, ils ont dit merci pour la confiance que vous nous faites de nous dire. Et merci parce que nous, ça nous aide aussi à comprendre des choses de qui vous êtes. Et ça va aussi nous permettre de donner des réponses à des personnes qui ont des pensées négatives. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis aussi des pensées... parce que du coup, ils ont proposé à mon frère d'être accompagné par une personne, qui plus valide, qui, Bertrand continuant de dire, tiens, il faut aller changer le néon dans le toilette, c'est ça. Et un jour, c'est mon frère qui me raconte ça, il me dit, tu sais, en fait, à cette personne, je lui ai pas dit ce que j'avais, mais ça y est, il s'en est rendu compte parce qu'en fait, un jour, il a fallu que je tape sur mon portable, que j'appelle un numéro devant lui. Et il m'a dit, tu vois, j'arrivais pas à trouver la touche, quoi. Et puis ma main, elle allait pas, et puis c'était compliqué. Et là, la personne, son binôme, lui a dit en rigolant, qu'est-ce que t'as Parkinson ou quoi? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'appuies pas sur la touche? Et donc Bertrand, il m'a dit, là, j'ai pas osé lui dire ce que j'avais. Et du coup, je me suis éloignée, et puis j'en ai chié, mais j'ai fini par réussir à faire mon numéro. Et donc voilà, ses employeurs lui ont dit, merci, parce qu'on va pouvoir aussi expliquer aux personnes. Voilà. Et tu nous as parlé de l'assistante sociale de la Salpêtrière. Et justement, quand tu dis que tu as envoyé ces lettres à toutes ces personnes-là, l'assistante sociale vous a pas dirigé vers quelqu'un? Si, elle nous avait dit, elle nous avait parlé de tout le dossier MDPH, tout ça. Mais c'est pas parce qu'on te dit faites le dossier MDPH, quand tu connais pas, tu sais pas. Et moi, je me disais, oh là là, mais c'est quoi? Mais comment j'y vais, moi? Par où je commence? Donc, MDPH, je le répète, c'est la maison départementale des handicapés. Et donc, c'est un peu le guichet unique quand on doit faire des documents et tout ça quand on est handicapé. Et il y en a un dans chaque département de France. Voilà. Et quand tu n'as jamais eu affaire à ça, tu sais pas, et puis tu sais pas que ça met du temps. et puis ensuite tu reçois la notification. Après, tu as aussi entre guillemets, des niveaux. Et puis t'as pas forcément non plus la carte handicapée, enfin pour le parking, t'as pas bref. Et moi, c'est pas parce que l'assistante sociale nous a dit faites déjà ce dossier, tout ça. Moi, je savais pas trop non plus. Moi, je savais pas, mon frère encore moins, et ma maman un peu aussi larguée par rapport à ça, puisque en fait, pour mon papa, les choses se sont pas passées pareil, puisque du coup, on était plus dans un accompagnement d'une personne âgée. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je dis souvent et que je pense que je vais répéter beaucoup dans ce podcast-là, c'est que bien souvent, il y a beaucoup d'aides. En France, c'est génial, parce qu'il y a énormément d'aides qu'on ne peut même pas imaginer. Mais déjà, c'est les connaître. Et c'est en fait le faire et les gérer soi-même, demander les aides soi-même au maximum quand on peut. Parce qu'une assistante sociale, elle, en effet, vous a dit tout ce qu'il fallait faire. Mais pour vous, c'est un peu vital, c'est le dossier à faire. Pour elle, le dossier MDPH, c'est un dossier parmi toutes les autres personnes qu'elle a aidées. Et donc, elle n'a pas forcément les mêmes priorités que vous. Donc, c'est pour ça, moi, je conseille toujours de gérer soi-même ses papiers ou de les faire gérer par un proche quand on peut. Ouais. Ok. Maintenant, tu nous as dit que ton frère, chez lui, ça allait devenir compliqué. Est-ce que l'idée d'aller vivre autre part, il l'accepte ?
On n'en est pas encore là. Alors moi, du coup, c'est-à-dire que nous est venu à l'esprit, c'est plus ma maman et moi qui nous posons la question que mon frère pour l'instant, même si lui, il y a des moments, il dit, bon, de toute façon, il va falloir qu'on fasse quelque chose, hein, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors je lui dis, par rapport à quoi? Il me dit, je sais pas, mais bon, de toute façon, c'est sûr, bon, va falloir qu'on voit, qu'on en parle, bon, bref, bon. Et alors nous, on s'est dit, ou pendant qu'il est encore là valide et qu'il a encore sa capacité de pouvoir nous communiquer aussi ses envies, ses désirs, même si voilà, il a aussi des difficultés un petit peu à s'exprimer parfois. Bon. Ou alors on fait ça maintenant. Et on cherche avec lui et on le déracine entre guillemets d'un endroit où il a pris ses marques et ses repères. Et on vide tout son appart qui en même temps est devenu un atelier de peinture. Et ça c'est quelque chose de génial parce que bon, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais mon frère, la peinture devient pour lui un moyen d'expulser, d'exprimer. Et c'est génial parce qu'il a développé du fait de ses difficultés manuel. Il a développé des façons de peindre. Il travaille avec des petites cuillères, il fait avec des papiers striés de paquets de gâteaux, il roule des bouteilles, enfin il fait des choses parce que le pinceau et le travail plus minutieux devient difficile. Donc en fait il fait quelque chose de très abstrait. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a plein de belles couleurs. Bleu, beaucoup de bleu, beaucoup de vert, je ne sais pas. On doit avoir un truc dans notre famille, le bleu et vert est passé. Et donc voilà, alors où on fait ça pendant qu'il... Voilà, et en même temps on sait que ça va être difficile, parce que voilà, comme à chaque moment d'émotion très forte, mon frère, quand il y a de l'émotion, quelque chose une difficulté, il y a du coup beaucoup de chorés, une grande perte d'équilibre, c'est-à-dire que c'est comme si quand il y a une émotion forte, en fait tous les symptômes là s'accentuent et c'est comme si tout d'un coup voilà, on sent que justement cette émotion vient ébranler l'espèce de petit équilibre déjà difficile à trouver, et c'est là un peu, c'est la panique et l'angoisse. Donc, est-ce qu'on gère ça? Ou alors, on s'est dit, on le laisse chez lui, jusqu'à ce que de toute façon, ça soit plus possible et que, voilà, parce qu'il faudra une assistance du matin jusqu'au soir, enfin, je sais pas, et puis j'en sais rien, parce qu'il y a aussi quand même cette part de quoi? De mystère, même si on sait justement la maladie, vers où elle va et vers où sont les grandes difficultés et les très gros problèmes. En même temps, il y a une part de mystère parce que sait pas quand. Chaque personne est unique. Ouais, bien sûr. Et d'abord, que tu sois malade ou pas malade et que tu aies la maladie de Charcot, de Parkinson ou s'il y en a d'autres, ça se développe. On peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Donc, du coup, je ne sais pas, ça se trouve, mon frère, voilà, à 75 ans, il est encore peut-être à se marcher en se tenant au mur ou j'en sais rien. Ou bon, voilà, mais bon. Et là, ce qu'on peut dire sur ça pour continuer de vivre dans son domicile, parce que pour l'instant, c'est pas d'actualité pour lui de sortir, c'est qu'en France, c'est pareil, c'est génial, parce qu'on peut aménager sa maison, on a des aides pour ça. Et donc, voilà, c'est pareil, il faut refaire un peu un dossier MDPH, mais il y a plein de trucs qui existent. Et donc, aujourd'hui, on en est plus un peu au jour le jour, chaque jour son jour, chaque jour ça marche, quoi. À monter ou à descendre, ça dépend. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Ok, très bien. Écoute, maintenant on va parler, si tu veux, au niveau de la famille. Qu'est-ce que vous faites pour rester... Parce que la maladie, on pourrait dire, qui des fois éloigne. Dans certaines familles, c'est même souvent le cas. Toi, tu as dit que ton frère, il s'est rapproché de toi. Mais est-ce que dans ta famille un peu plus large, si on parle peut-être de tes frères ou de tes cousins, cousines, est-ce que c'est
une nouvelle, la maladie d'Huntington, qui a fait que la famille s'est rapprochée ou que certaines personnes se sont éloignées? Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'elle nous réunit, cette maladie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait qu'elle est là, dans notre famille. Alors, on a encore des cousins-cousines qui ne veulent pas entendre parler de thèse, qui ne veulent pas savoir. Il y a aussi des oncles, des frères de mon papa qui ne se sont pas fait tester. Voilà, des cousins-cousines, voilà. D'autres, on a déjà des cousins-cousines qui sont partis. Un suicidé, un qui a eu une espèce de... C'était avant qu'on sache qu'il y avait cette maladie d'Huntington. Ouais. Un cousin qui, au fur et à mesure du temps, s'est retrouvé à être paralysé, à plus pouvoir parler, et où tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a. Et maintenant, on se dit que certainement, ça devait être Huntington. Ça, c'était quand au niveau du... C'était il y a bien 15 ans, quoi. D'accord. Bon, quand même, oui, mais le test existait déjà. Oui, mais comme du coup, nous, on n'en avait pas entendu parler du tout dans la famille. Oui, voilà, c'était pas encore arrivé. Voilà. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est différent aussi. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, voilà, même chez nos cousins, cousines, même si on ne sait pas, voilà, on sait que c'est dans la maladie, enfin, on sait que c'est dans la famille. Alors, par exemple, mon frère a un petit garçon. On reste tous entre guillemets vigilants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit ben voilà, on laisse vivre notre petit neveu, enfin voilà. Mais si un jour tout d'un coup on ne sait pas, voilà, je sais pas tout d'un coup pourquoi il se met à perdre l'équilibre par exemple, ou bon j'en sais rien. C'est bien évidemment évident que du coup à son médecin traitant, on va évoquer le fait que dans la famille il y a la maladie d'Huntington, et je pense que du coup ça peut diriger tout de suite une recherche qui fait que ou c'est ça ou c'est pas ça. Mais si c'est ça, c'est pareil, ça donne une réponse. C'est pas ça, du coup faut chercher ailleurs. Et donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui voilà, ça nous réunit plus que ça nous sépare. Après ça angoisse. Ça angoisse bien sûr certains, certaines. C'est complexe, hein, bien sûr. Et j'ai après des petits cousins, cousines aussi qui, du coup, ayant donc la génération en dessous, comme de la génération de mes enfants, qui savent que du coup c'est dans la famille, qui savent pas parce que ou leur père, leur mère n'ont pas fait le test, mais qui disent oui, moi ça fait rien, je vais aller faire donc un don au niveau du sperme, et puis je vais demander à ce que du coup on me prenne que les spermatozoïdes qui portent pas le gène. Oui. Et puis je veux même pas savoir si j'en avais ou pas. Ouais. Voilà. Mais ils veulent pas prendre le risque. Donc voilà. Moi en fait après je me dis vraiment de toute façon tout est respectable quoi. Ouais, et puis après oui. Et puis de toute façon encore une fois on est tous tellement uniques dans la façon de vivre les choses, de recevoir, et déjà au sein d'une fratrie, et encore plus dans une famille. Alors moi, je pense que peut-être j'ai ce côté, je suis plutôt du côté avoir la beauté des choses, de la vie. Je suis plutôt... j'ai pas envie de penser à tout ce qui pourrait être terrible, comme je disais tout à l'heure. On avance au jour le jour. Et donc, et c'est génial. Hier, moi, je suis revenue. On a été organiser une expo de peinture, des peintures de mon frère, dans un petit patelin en Brenne, dans un café-galerie. C'est génial. Voilà, mon frère expose ses peintures où lui, il est dans une... Voilà, comme je disais, il a développé des techniques pour pallier à ses difficultés motrices. Oui. On sent dans sa peinture que, voilà, le mouvement incessant, quelque part, l'habite, qu'une espèce de tourbillon, quelque chose de
pas forcément possible de maîtriser, mais du coup, cette non-maîtrise donne à voir quelque chose d'hyper beau. Il y a des éclaboussures de peinture, il y a... Voilà, et pour moi, ça, c'est plutôt de la vie, quoi. Ok. Certains pourraient dire, c'est n'importe quoi, le pauvre, il a des problèmes. Il n'arrive même pas je sais pas, voilà, j'en sais rien, à faire les contours d'un truc, mais on s'en fout, il ne fait pas de contours. Et justement, c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, moi, c'est bien, chacun voit ce qu'il veut. Et peut-être il n'y a rien à voir, et en même temps, voilà. Et c'est génial, parce que sa peinture, on tourne ses tableaux dans tous les sens, et il y en a un qui dit, oh là là, je vois une grenouille, l'autre il dit, oh là là, je vois un tracteur, oh là là, moi je vois rien, oh là là. Enfin, bon, là. Et je trouve ça génial. Et ça, voilà, mon papa avait le cheval. Je pense que pour n'importe quelle personne ayant n'importe quelle pathologie, d'avoir un moyen de s'exprimer, un moyen de dévier, enfin voilà, d'extérioriser un peu. Ouais. Après, on s'en fout que ça soit de la poterie, de la cuisine, de l'écriture, de la peinture, de la photo, ou de la radio, du cinéma. Enfin, voilà, c'est ça. Je me dis, c'est ça qu'il faut. Il faut plutôt aider les personnes à aller vers ça. Et puis, bien sûr, alors en même temps, moi, de temps en temps, mon frère aussi, il fait des trucs, et je lui dis, oh non, attends, c'est pas fini, là. Je dis, t'arrêtes, hein, c'est pas parce que t'as balancé de la peinture comme ça, et puis que t'as écrasé 2 feuilles, et que je lui dis, ok, ça donne un truc, mais j'ai dit, là, c'est pas fini. Moi, je suis pas d'accord. Alors, certains pourraient penser que quand même, j'exagère, ou que je suis un peu dure, mais en même temps, je pense que ça aussi, l'exigence fait partie de l'amour, hein. C'est-à-dire que je trouve que ça serait pire que je lui dise, oh là là, c'est fantastique ce que tu fais, c'est merveilleux, c'est trop beau. Il y a des trucs, non. Je lui dis, c'est quoi ce gribouillage là? Je lui dis, là, tu t'es pas foulé. Là, d'ailleurs, il m'a préparé, enfin, il m'avait fait un tableau. Et je lui dis, moi, tu me finis le ciel, hein. Enfin, tu me finis. C'est-à-dire que je veux pas un truc fini, puisque c'est complètement abstrait. Mais bon, voilà. Et j'ai dit, enfin, après, je lui dis, ouais, c'est toi qui verras, puisque c'est toi l'artiste. Et après, il m'a dit, ouais, t'as raison. Ouais, bon, un jour, je te ferai un truc. Je te le refais, mais bon, pas maintenant. Et voilà. Et ça, je trouve que c'est accompagner une personne qu'on aime dans ce qu'il fait. Hein. Et si on devait garder parce que là, on arrive à la fin. Oh là là. Bah oui, j'étais trop... Si on devait garder un peu un conseil, si tu devais nous donner un peu un conseil, c'est ça? C'est ce côté... J'avais préparé un petit truc, j'avais trouvé un très joli texte autour de l'équilibre, mais ça va être trop long. Mais ça sera peut-être pour une autre fois. Qui sait? Je pourrais revenir. Ah non, les gens vont en avoir marre. Pas elle. Alors, un petit peu ton mot de la fin. Ce que j'ai dit à un moment donné, de toute façon, la vie, c'est pas facile. Hein. La vie, c'est difficile pour tout le monde, et peu importe... ça peut être difficile et complexe. Il y a plein d'autres maladies que Huntington. Et puis, chaque famille a son lot de difficultés, de souffrances, voilà. Et donc, moi, je vais vous livrer un autre truc. On a un de nos fils qui a eu une tumeur cérébrale. Une première fois, avec une première opération. Une deuxième tumeur cérébrale, avec des résultats cancéreux. Et donc, chimio-radiothérapie. Alors, évidemment, ça, c'est une épreuve. Hein, surtout quand c'est un jeune gars de 23, 24 ans. Et donc là, dans ces cas-là, c'est aussi pire, aussi grave, aussi problématique que Huntington. Et en même temps, voilà, nous, on est restés du côté de la vie, de la vie qui peut s'arrêter, là, demain, voilà. Et un jour, mon fiston, je sais pas, je lui dis, on fait quoi demain? Ou bon, voilà, parce que j'avais une envie à tout prix de le projeter, quoi, parce que c'est important et pour nous tous, et même
Et pour les personnes qui ont la maladie d'Huntington, se projeter dans l'avenir, c'est aussi vivre. Bien sûr. Et il me dit, alors, attends maman, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Alors tu vois, hier, c'est passé. Et donc c'est bien, hier, c'est passé. Ça veut dire que déjà, j'ai vécu hier. Et puis maintenant, on ne peut plus rien y faire, mais je l'ai vécu, cet hier. Il me dit, tu vois, demain, demain, c'est demain. Et demain, j'en sais rien. Et demain, peut-être, je ne suis pas là, maman, je ne suis plus là, demain. Donc, je ne vais pas m'occuper de demain. Je vais m'occuper d'aujourd'hui, maman. Et aujourd'hui, c'est ce jour-là qu'il faut vivre. Et c'est celui-là que je veux vivre. Et on est là, aujourd'hui. Et bien sûr, là, je suis très émue. Mais je me suis dit, c'est incroyable parce que notre fiston, il nous a donné une sacrée leçon. C'est un peu aussi ce que disait Charline la dernière fois et toi. Et ça peut paraître, tu vois, on va se dire simpliste. Et en même temps, voilà. Et en même temps, des personnes qui ont bien réfléchi, bien plus que nous, qui font de la méditation, qui sont des Dalai Lama, vont te dire ça. Faut vivre aujourd'hui, quoi. Faut vivre pleinement ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Et le faire avec joie, dit-elle en pleurant. C'est super. Mais c'est-à-dire, non, avec émerveillement. Je crois que ça, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça, c'est peut-être un petit truc de la vie, savoir s'émerveiller de chaque chose qui arrive, même si elles sont difficiles. Et c'est fantastique. Voilà, notre fils, a passé ces épreuves-là et aujourd'hui, il va. Voilà. Et donc, et en tout cas, voilà, par rapport à mon frère, par rapport à Huntington, je ne sais pas si mon papa est décédé de la maladie d'Huntington. Il avait la maladie d'Huntington, mais bon, mon papa, il avait 88 ans quand il est parti. Voilà, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a laissé, tout, voilà, ça c'est là, c'est bon. Et puis mon frère, je veux vivre avec lui, voilà, ce qui se passe au jour le jour. Et puis il y a des jours, quand il fait brère, on lui dit aussi, quoi. Voilà, alors, bon, mon mot de la fin, mon mot, vraiment le mot, l'émerveillement. Voilà, s'il en faut un, s'émerveiller, rester du côté de la vie. On restera sur ça, Claire. Voilà. Merci, Claire, de m'avoir reçu. Merci à toi. Et j'espère que je n'ai pas saoulé la terre entière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.